Bonjour, bonjour à tout le monde. Bienvenue sur ce direct spécial classification métallurgie organisé par Miroir Social en partenariat avec le cabinet Technologia. Et donc, à la faveur de cette matinée de rencontres, on va avoir la chance d'avoir 3 retours d'expérience d'entreprise avec 3 élus. Donc Isabelle Cadillon-Sicre, toi tu es secrétaire du CSE central d'Airbus Commercial Aircraft, c'est la partie civile, le plus gros morceau d'Airbus. Alexandre Crétiot, toi tu es délégué syndical central FO, non pas FO, CFDT, CFDT de Framatome. Et Philippe Bordas, toi tu es délégué syndical central ou coordinateur ou délégué syndical CFE-CGC chez Schneider Electric. Et donc Éric Bertin et François Fauché, vous partagez un écran. Vous êtes tous les deux directeurs de mission chez Technologia Expertise. Et donc, merci à vous de porter cette rencontre. Alors, l'angle, alors vous, n'hésitez pas. Alors, on était près de 300 inscrits sur ce direct. Donc, merci à vous de votre participation. Donc, n'hésitez pas à participer dans le chat et pour interagir dans le chat, tout simplement, poser vos questions dans le chat, vous pouvez le faire, mais également dans la partie questions. N'hésitez surtout pas, on est vraiment dans une logique de retour d'expérience, de partager également en citant les entreprises que vous représentez où vous en êtes. Est-ce que vous êtes dans les clous ? Est-ce que c'est convergent par rapport à l'esprit qui a été négocié au niveau de la branche, par rapport à l'accord Où vous en êtes? Ça peut être intéressant d'avoir le miroir dans le chat par rapport à ce qui va se dire avec nos 3 intervenantes et intervenants. Donc, n'hésitez surtout pas, on le prendra au maximum en compte, ça, pour nuancer, renforcer, conforter, voire infirmer ou donner d'autres pistes. Donc, n'hésitez pas. Donc, l'angle de base de ce direct, c'était de voir dans quelle mesure les règles du jeu étaient respectées, parce que cette déclinaison de la classification s'inscrit dans le cadre d'un accord de branche sur la convention collective. Et le premier jalon, c'est cette déclinaison de la classification avec une échéance à janvier 2024. Et c'est le socle initial qui a fait l'objet vraiment d'une négociation, là, pour le coup, et une négociation, mais sachant que la classification, c'est du ressort unilatéral de l'employeur, et donc, théoriquement, ça ne va pas faire l'objet d'une négociation dès lors que ça se décline dans l'entreprise. Et donc, tout l'objet de cette négociation, c'est d'avoir balisé une approche qui se veut paritaire et qui, malgré que c'est une décision unilatérale de l'employeur, que les employeurs de la métallurgie ouvrent les portes sur la méthodologie, sur leur approche avec les représentants des salariés, voire avec les salariés, sur la partie fiche emploi et sur la partie cotation, avec une approche ouverte et transparente. Donc ça, c'est l'esprit initial du guide paritaire de la classification et la déclinaison de ces conventions collectives. Et l'objet de cette réunion, de cette rencontre, c'est de voir où vous en êtes. Vous êtes parmi les entreprises les plus avancées, où vous en êtes et dans quelle mesure vous êtes dans les clous par rapport à l'esprit de cette méthode, qui veut par exemple qu'il y ait une consultation, une information consultation du CSE sur la méthodologie. Donc, alors que non, théoriquement, rien ne l'oblige en théorie une entreprise à consulter, informer et consulter sur le sujet. Voilà. Avant de passer la parole au retour d'expérience, parole à Technologia, et avec peut-être toi, Eric, on va commencer avec toi, Eric, donc, si tu peux nous faire appréhender sur ce sujet de la classification qui peut paraître technique, micro, donc, en quoi il augure de changements importants et des effets induits à court et à moyen terme, et dont on mesure mal les effets. Merci Rodolphe. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, on était, nous, assez intéressés pour avoir un premier retour d'expérience. Je rappelle que le compte à rebours tourne et que janvier 2024, ça va arriver très, très vite. Et on verra au cours des échanges qu'il y a des enjeux assez forts et qu'il y a un volume de travail assez conséquent pour garantir la meilleure
lisibilité de l'existant dans le nouveau cadre. Effectivement, alors, premier élément, il y a un guide paritaire qui a été validé, négocié, qui est une feuille de route particulièrement intéressante qui propose de la méthodologie. Et c'est bien pour ça que d'ailleurs qu'il y a de l'information consultation sur la méthodologie dans lequel, évidemment, les CSE peuvent interagir, réfléchir et anticiper un certain nombre de sujets. La transposition, ce n'est pas, c'est pas un pour un, parce que sinon on n'aurait pas cette discussion-là. On est bien sur une relecture des classifications, sur une relecture des conditions d'évaluation des emplois et avec un certain nombre d'incidences. Des incidences qui vont être à la fois de l'ordre possible des rémunérations, à la fois de reconnaissance ou pas d'un certain nombre de pratiques de tout à chacun dans son emploi, mais aussi de toutes les incidences qu'on va avoir à plus ou moins long terme. Comment on va repenser les entretiens annuels, comment va se décliner, se structurer les fixations d'objectifs, comment on va accompagner les montées en compétences, parce que c'est le cœur du réacteur aujourd'hui, d'avoir des socles de compétences avec des niveaux d'évaluation qui vont garantir des évolutions dans le nouveau dispositif. Je le dis, c'est une boutade, mais on passe cadre à un point. C'est-à-dire avec la nouvelle méthodologie, selon la cotation, on est cadre ou non cadre. Alors ça se joue à un point. C'est pas moi qui ai défini la règle, mais ce qui montre bien qu'il y a un certain nombre de sujets à décliner au périmètre de chaque entreprise, avec un enjeu qui est à décrypter, parce que si le guide paritaire dit on doit coter, évaluer l'existant, il y aura quand même des discussions pour anticiper le fait que peut-être les directions, dans l'évolution de l'organisation, dans leurs projections à moyen terme, peuvent avoir des envies, des velléités, des désirs plus ou moins cachés de modifier certaines cotations et évaluations en fonction de ce qu'eux projettent du modèle. Et derrière ça, d'avoir un certain nombre d'interrogations, de déceptions, d'étonnements de la part des salariés. Et comme le disait Rodolphe, on a un effet concomitant de période électorale assez intense sur 2023, avec un énorme sujet au périmètre de la métallurgie. Donc, évidemment que ça va être un enjeu possible électoral et surtout un enjeu pour des salariés qui vont commencer à générer un certain nombre de questions et qui vont se retourner vers les organisations syndicales, vers les représentants du personnel pour avoir un peu de lecture, pour avoir de la visibilité. Je ne sous-estime pas l'ampleur de la tâche. L'ensemble des représentants aura l'occasion de développer et de montrer à quel point c'est quand même un gros boulot et qu'on est début février, c'est pour janvier 2024 et qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on ne peut pas s'éviter un certain nombre de temps d'échange, de juste évaluation dans lequel les salariés vont pouvoir se retrouver. François, à ce titre-là, avait développé dans nos différentes interventions un élément assez intéressant parce que ce que ne dit pas non plus le guide paritaire, c'est les enjeux autour du facteur humain et de ce qu'il y a en lecture creuse, entre guillemets, de cette nouvelle convention. François ? Oui, bonjour à tous. Oui, tout à fait. Donc, ça s'est présenté dans le guide paritaire comme un projet avec des étapes successives à décrire, qui sont très bien décrites. Sauf que forcément, c'est pas si mécanique que ça, puisque il y a c'est pas si mécanique que ça, parce que forcément, on va toucher à la reconnaissance, à l'estime, à la classification, à la position sociale, un petit peu à la rémunération, de façon implicite, directe ou indirecte. Et forcément, dans ce genre de situation, c'est tous les ingrédients qui permettent de reconnaître qu'effectivement, c'est un projet, alors on peut appeler ça du change management, un projet humain, mais ça devient un projet humain et on sait qu'il y aura des conséquences humaines. Puis ça touche à l'organisation et à la hiérarchie sociale. Donc on sait qu'on est sur des sujets sensibles et on sait dès le départ en fait que mécaniquement ça va pas, même si on applique la bonne recette et qu'on la déroule dans l'ordre, on peut anticiper à l'avance qu'on aura un certain nombre de difficultés qui vont être liées au fait que il y a le fameux facteur humain.
D'où la nécessité sûrement dès le départ de prendre un certain nombre de précautions, de précautions dans la façon de faire, dans la méthodologie, dans le paritarisme sûrement aussi, et la façon d'impliquer les salariés. On a donc tous les ingrédients effectivement pour un projet qui nécessite sûrement beaucoup d'attention et qui n'est pas du tout un projet mécanique ni un projet de technicien qui vise à remplir des cases selon la méthodologie requise. Je rebondis avant de repasser la main, parce que je vois passer un certain nombre de réactions sur justement comment les salariés sont dans la boucle. Alors, le guide paritaire, encore une fois, propose de la méthodologie. Force est de constater qu'elle est évidemment pas toujours respectée. Je renvoie sur la nécessité d'informer, consulter sur le déploiement de la méthodologie auprès de chaque CSE, quelle que soit la taille du CSE. Tout simplement parce que les salariés, finalement, peuvent arriver très, très tard dans le dispositif et donc s'étonner de ce qui va sortir, entre guillemets, des exercices de fiches emploi, des exercices de cotation, etc. etc. Donc, plus tôt ils ont au moins de l'information sur la méthodologie et plus tôt ils ont un peu de retour ou des éléments un peu test pour anticiper, plus l'adaptation est, à notre sens, facilitée. Merci à vous deux. Effectivement, comme tu le soulignes, vous êtes nombreux à partager un peu ce qui se passe dans vos entreprises respectives. Donc, continuez parce que ça, c'est de l'excellente matière qui va également nourrir nos intervenantes et intervenants. Donc, parole à vous. Et on va séquencer les échanges en trois parties. Une première partie sur la partie fiche emploi, une deuxième partie sur l'exercice de la cotation et le moment où on va informer les salariés de leur positionnement fiche emploi cotation et in fine les effets induits à court et moyen terme. En premier lieu, par exemple, au moment de l'échéance des entretiens d'évaluation. Donc, voilà comment on va un peu découper ça. Donc, sur la partie fiche emploi, Isabelle Cadillon-Sicre, donc tu es secrétaire du CSE central d'Airbus Commercial Aircraft pour FO. Donc, tu vas nous parler. Là, tu vas nous parler d'Airbus au groupe, l'approche sur le périmètre France, de façon globale. Tu as cette vue-là. Et il y a eu un accord de méthode qui a été signé chez Airbus, un peu comme dans toutes vos entreprises respectives. Il y a les trois entreprises, il y a accord de méthode. Donc, c'était en avril 2022 pour vous. Par rapport aux fiches emploi, tu me disais qu'en préparant l'entretien, quelle est la situation de départ? Tu me parlais d'une forme, il y avait des fiches emploi, mais c'était hétérogène. Oui, bonjour à tous. Effectivement, c'était hétérogène et suite à notre accord de méthode, en parallèle, je pense, la direction a déjà commencé à travailler d'ailleurs avec, je pense qu'il y avait une société, une entreprise parallèle qui les a aidés parce que c'est un travail monumental. Et au départ, il était prévu environ 500 fiches emploi et ils se sont très, très vite rendus compte que c'était largement insuffisant. Alors, pourquoi c'est insuffisant? Parce qu'on a plusieurs sites en France, parce qu'on est 50 000 salariés, aux alentours exactement, je ne sais plus, mais aux alentours de 50 000 salariés, qu'il y a plusieurs sites, qu'effectivement, ça concerne tout Airbus. Donc, nous, on fait des avions, mais dans d'autres divisions, ils font des hélicoptères. Il y a la division Defense and Space. Enfin, on fait des métiers quand même qui sont toujours dans la métallurgie, mais qui sont quand même assez différents, l'aéronautique et le spatial. Il y avait beaucoup de… Et finalement, à la fin, on s'est rendu compte de quoi? C'est que ce n'est pas 500 fiches qu'il fallait, c'était 2500 fiches d'emploi. Voilà, donc on est passé de 500 à 2500. Bon, en gros, il y avait à peu près 580 métiers. Voilà, on fait des avions, on fait des hélicos, on fait des choses compliquées. Donc, il y a la conception, il y a la fabrication, l'assemblage, mais aussi il y a tous les métiers support, les achats, les ventes, les RH, enfin, bon, comme dans toutes les grosses entreprises. Il y a vraiment beaucoup de métiers. Voilà pourquoi, à la fin, quand ils se sont rendus compte que le chantier était aussi énorme, heureusement que finalement, on s'en est pris assez tôt pour pouvoir coter toutes ces fiches. Isabelle, je me permets d'intervenir. Oui. Dans l'accord de méthode, donc il y a comme dans les autres entreprises, et c'est un cas régulier, il y a une commission, enfin on l'appelle comme on veut, mais une commission paritaire de suivi et elle est mensuelle. Et au regard de ce que tu viens de dire,
quelle périodicité, tu pourras le préciser, mais cette commission, au regard du nombre de fiches emploi qui sont, tu parles de 2500 fiches emploi, une impossibilité matérielle, expliquait, pour la commission, vous êtes pour les représentants syndicaux qui siègent au niveau de cette commission, de suivre l'état de la production des fiches, et donc vous avez été obligé de travailler par fiche test, en sélectionnant des panels tests, mais ça m'amène à la question de voir si vous êtes ces tests sont représentatifs et ne vont pas vous amener à identifier des mauvaises surprises au moment de le déploiement. Ça, manifestement, ça s'est fait quand même. Effectivement, au début, il y avait 2 projets pilotes. Donc, vous avez choisi, je crois, les acheteurs. Je n'y étais pas, moi. Il y avait les acheteurs et je crois que c'est un métier plus technique. Je me souviens plus si c'était la peinture ou le chaudronnier. Enfin, voilà, il y avait deux métiers tests sur lesquels, ou les qualiticiens, je me souviens plus exactement, mais il y avait vraiment 2 métiers différents, très différents, sur lesquels ils ont fait un projet pilote. Et là, on a été un petit peu dans la boucle. Et après, le comité de suivi qui était constitué de managers un peu haut niveau et de ressources humaines, et je pense qu'il y a la société qui les a aidés, et ils ont déployé les 2500 fiches. Et c'est vrai que les commissions paritaires de suivi, on n'a jamais regardé les fiches, toutes les 2500 fiches. Ça, c'est vrai qu'on n'a pas pu le faire, s'il y en avait trop. Et en fait, on a fait du quantitatif, les commissions de suivi, et après, les passages en CSE. En CSEC, c'était vraiment les grandes lignes, la volumétrie, le déploiement, le planning, etc. Mais jamais on a regardé toutes les fiches à la loupe. Non, ça, c'est sûr. Par contre, ça vous a quand même permis, si je ne me trompe pas, d'identifier des irritants potentiels qui allaient arriver. Exemple sur des non-cadres avec l'histoire de la forfaitisation pour les non-cadres. Ça a été un irritant qui a été identifié, qu'il fallait absolument régler en amont. C'est ça. Alors, donc, ouais, pour l'instant, les salariés n'ont pas été informés, hein, donc ça se passe au niveau des managers, et comme beaucoup de managers discutent quand même avec nous, on a eu quand même des retours, effectivement, puisqu'à un moment donné, la direction a décidé que tout ce qui était col bleu n'aurait pas de classe, la classification maximum d'un col bleu, ça serait 8. Or, au niveau de la forfaitisation, les forfaités commençaient à partir de 9. Et là, voilà, on est parti un petit peu, c'était compliqué. Les gens se sont dit, oui, moi, je suis forfaité. Parce qu'en fait, un blue collar, enfin un col bleu qui arrive en fin de carrière, c'est un peu son bâton de maréchal, c'est d'avoir le forfait. Et là, on lui disait, non, tu ne seras jamais forfaité si tu restes col bleu, etc. Et ça a été un irritant social important. Mais bon, voilà, je pense qu'on a réussi à trouver une solution, parce qu'on s'est mis autour de la table, puisque c'est remonté de plusieurs endroits. Donc finalement, les gros irritants comme ça, on arrive à les traiter en discutant avec la direction, et il y a réussi à y avoir des solutions, disons, même un col bleu qui est 8, il pourrait être forfaité, il pourra bénéficier des avantages du forfait. Donc, on a réussi à résoudre le problème, mais ça partait, voilà, c'était vraiment un gros irritant social, oui, ça c'est sûr. Et on est d'accord que l'approche paritaire vous a permis de le lever, de l'anticiper. Oui. Alors, en fait, c'est ça. L'avantage, c'est qu'en fait, les gens se sont retournés vers les organisations syndicales en disant, là, on identifie un problème, un point dur, il faut vraiment nous aider. Et effectivement, on a remonté ça à la direction, et la direction, intelligemment, a accepté de discuter, et on a réussi à trouver une solution. Donc là, je pense que sur ce problème-là, on en trouvera d'autres, hein. Je pense que quand on va déployer des problèmes, on va en avoir plein. Mais en tout cas, voilà, on sent qu'il y a vraiment une volonté de vouloir discuter, de vouloir résoudre les problèmes, en tout cas. Merci Isabelle. Est-ce qu'il y a une question dans le chat? La société qui accompagne la direction, tu sais quelle est-elle? J'ai oublié le nom. J'ai oublié, je suis désolée. En tout cas, moi, je vais regarder attentivement ce qui se dit dans le chat, parce que ça mérite vraiment qu'on le… Alixio est souvent cité. Ils sont pas mal sur le sujet en ce moment. Ouais, oui, là, il y a quelqu'un de Manitou qui explique… ouais, ok. Ouais. Ok, alors Alexandre, merci Isabelle, tu reprendras la main sur les autres séquences. Alexandre Crétio, donc toi tu es délégué syndical central CFDT chez Framatome, accord de méthode également chez vous, un peu le même canevas, une commission paritaire et des jobs team au niveau des établissements, où là, si je ne me trompe pas,
les personnes qui interviennent sont pas, il n'y a pas d'élus, mais par contre vous suivez vraiment la restitution de ce que en commission de ce que des travaux de ces job teams et tu vas nous expliquer les modalités de ce suivi et de vos actions. Et donc Isabelle nous disait on avait un objectif de 500 fiches, on en est à 1200 à 2500. Donc vous, objectif initial c'était 1200 et vous êtes à 1500, c'est ça? C'est exactement un peu la même problématique. Voilà, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc effectivement, je refais un peu l'origine de la méthode qu'on a définie avec la direction. Donc juste pour recadrer, Framatome, c'est 12 000 salariés en France. On travaille dans les activités nucléaires et on est parti avec cette nouvelle convention dans un dialogue social apaisé. On a un bon niveau de dialogue social dans notre entreprise, donc je pense aussi que ça a contribué fortement à trouver à négocier un accord de méthode avec la direction sur ce sujet de la cotation, et ça a été assez efficace. Donc, dès que la convention a été signée par les organisations syndicales, on a mis en place des bilatérales avec la direction pour définir un peu les grandes lignes d'où on voulait aller, parce qu'on était tous bien conscients que ça allait demander une grosse charge de travail, qu'il fallait communiquer aux salariés, parce qu'aujourd'hui, c'est là un petit peu où on pêche, c'est que les salariés manquent d'informations, notamment, alors pas des organisations syndicales, mais surtout des informations de la part de la direction. Donc, on a défini un accord de méthode. La direction s'est staffée en mode projet, donc a dédié un responsable sur le projet qu'on appelle le projet FRAM chez nous, avec des équipes dédiées en centrale. Et dans les établissements, on a 14 établissements aujourd'hui au sein de Framatome, on a, suivant les métiers, on crée des job teams, c'est-à-dire qu'on prend des salariés dans les métiers concernés avec leurs managers et les RH. Donc, des fois, on peut avoir des élus suivant les métiers qu'ils occupent. Donc, on a aussi dans les job teams certains élus et on établit les fiches métiers. Donc, on était parti d'un constat. La direction, à l'origine, elle était partie sur 800 fiches métiers. Et aujourd'hui, on va dire 8 mois après les premiers travaux, on est sur 1500 fiches métiers. Donc déjà, gros volume. Et contrairement à chez Airbus, nous, la direction a créé un SharePoint et toutes les fiches métiers sont partagées. Donc, on les étudie et on fait vraiment un travail de fourmi et ça nous prend énormément de temps. C'est très complexe parce qu'on a des métiers qui vont de chaudronnier, soudeur à ingénieur neutronicien, etc. Donc, voilà, quand on ne les connaît pas, c'est compliqué de savoir vraiment la finalité de ce métier. Et donc, nous, pour la CFDT, on renvoie systématiquement les métiers à notre base d'adhérents qui, eux aussi, nous font des retours. Et les retours sur leurs fiches métiers. Et ça nous permet, une fois par mois, d'aller en commission paritaire avec la direction sur le projet FRAM. Donc, on est 6 représentants par organisation syndicale. On fait des retours par mail sur les ajouts et modifications qu'on souhaite intégrer dans ces fiches métiers. Et puis, lors de cette commission, on échange avec la direction et on arbitre. À l'heure actuelle, ça se passe plutôt bien puisque les retours terrain sont plutôt pertinentes. Et du coup, la direction fait pas mal d'ajouts par rapport aux remontées des organisations syndicales en général. Donc, ça se passe plutôt bien pour l'instant. On reste prudent parce que les fiches métiers, en fait, on s'en rend pas compte, enfin, on s'en est peut-être pas rendu compte tout de suite, mais c'est une grosse responsabilité puisque derrière, c'est ce qui va découler de la cotation. Et si on se trompe dans les fiches métiers, si on bride trop les fiches métiers, et derrière, sur la cotation, on va avoir du mal avec des salariés qui ne se retrouveront pas dans ces métiers-là. C'est assez complexe de définir un métier alors que le salarié en question a plusieurs casquettes. Il est polyvalent, il s'occupe, il est SST, il est key-user SAP. Et donc ça, il faut qu'on arrive à le valoriser. Et c'est un peu notre point de désaccord actuel avec la direction, c'est-à-dire toutes les fonctions transverses. On aimerait un peu qu'elles soient mieux valorisées dans le cadre de ces fiches métiers.
Et ça, là, pour l'instant, on n'y arrive pas, mais bon, on y travaille. Alexandre, merci. Je me permets de te relancer sur. Alors, il y a une question. Tu disais, oui, les fonctions transverses, mais il y a aussi, tu m'expliquais que vous aviez moins la main. Enfin, votre priorité, c'était les fiches emploi sur les non-cadres et que vous aviez moins la main sur l'encadrement. Et il y a quelqu'un qui explique dans le chat que il faudrait que je retrouve son poste. Qui explique bien qu'en fait, ils n'ont pas du tout la main sur. En fait, ils couvrent. Attendez, oui, c'est chez Valeo. Donc, quelqu'un de la CFE de CGC de Valeo qui explique qu'il s'arrête au premier niveau de management, fonction superviseur, soit un taux d'ouverture participatif de 47%. Donc, c'est peut-être un sujet, ça, cette difficulté d'adresser les fiches de poste de l'encadrement. Alors, chez nous, on a une bonne vision effectivement, tout ce qui est emploi, ouvrier, technicien, cadre de premier niveau, je vais le dire comme ça. Mais tous les métiers à responsabilité, c'est vrai qu'ils font ça entre eux et ça, on n'a pas forcément la visibilité sur ces métiers. Bon, après, on est sur du cadre supérieur, donc forcément, on est moins interpellé sur ce sujet et on focalise aujourd'hui sur l'ensemble des métiers, mais ouvriers, techniciens et cadres de premier niveau. C'est eux qui nous sollicitent. C'est eux demain, quand on va leur annoncer leur fiche métier et leur cotation, c'est eux qui vont venir nous voir pour dire mais attendez, là je suis d'accord, là je suis pas d'accord. Et encore une fois, c'est eux qui vont venir contester, parce qu'on aura, une fois que les fiches sont communiquées, ils auront un mois pour approuver ou faire un recours. Hein. Auprès de la direction. Donc, nous, on les accompagnera sur ce sujet. Donc, voilà, c'est vrai que sur les cotations des métiers top management, on n'a pas la vision. Mais bon, ça représente moins de monde et bon, je leur fais confiance qu'entre eux, ils savent travailler en bonne intelligence sur leur métier. Alors, Alexandre, 2 points de vigilance. Quand on a préparé l'entretien, tu vas bien expliquer que vous aviez, vous, organisation syndicale, fait en sorte que les salariés qui soient représentés dans les job teams soient que les salariés un peu chatouilleurs, un peu enclins à contester dans le bon sens du terme et à ouvrir et à l'ouvrir en fait, et à s'exprimer, n'était pas forcément leur ouvrir la porte davantage que c'était prévu initialement. Ça, vous avez fait en sorte que la composition des groupes soit plus diversifiée dans la capacité de s'exprimer. Ça, c'est un point important. Et un autre point important, un point de vigilance, c'est que tu notes que l'attention que vous avez pour que les fiches emploi ne reprennent pas des textes trop génériques issus du guide paritaire, parce que pour vous, ça aurait des effets collatéraux pas terribles. Et si tu peux nous expliquer un peu pourquoi il faut s'employer à être précis dans la définition des fiches emploi. Ok, bah effectivement. Alors déjà sur les job teams, donc les fameux panels de salariés qui vont constituer leurs fiches, les premières réunions et les premiers retours du terrain, on s'est aperçu que le manager ou le RH prenait des gens, des salariés qui étaient pas très revendicatifs, ou en début de carrière, qui n'avaient pas forcément beaucoup d'expérience dans leur métier. Donc du coup, ça, on l'a rectifié très vite auprès de la direction pour prendre des salariés, qui avaient de l'expérience dans ces métiers-là, qui avaient aussi des polyvalences et qui avaient une bonne vision de l'entreprise. C'est important parce que on a des métiers aussi interconnectés qui travaillent avec différents services. Et quand on n'a pas cette vision, la réalité n'était pas reflétée dans ces fiches métiers. Donc, on a vraiment étayé différemment les panels de salariés. Donc, la direction a quand même rectifié assez rapidement. Et puis, sur ta deuxième question, c'était sur les… Pardon, je repère parce que je garde le fil que tu nous as donné. La deuxième question, c'était sur le côté générique, que pouvait avoir certaines fiches emploi qui reprenaient le truc le guide paritaire. Exactement. Et en fait, dans ces fiches métiers, on s'est aperçu que certains managers, et c'est comme tout, on est dans une entreprise, 12 000 salariés, il y a des bons managers sur le projet de la convention, il y en a qui ne jouent pas le jeu, et il y a des managers, pour aller un peu plus vite et puis pas trop s'embêter, qui ont fait des copier-coller clairement du référentiel d'analyse paritaire
Et du coup, quand on a des termes qui sont issus du référentiel qu'on retrouve dans les fiches métiers, de fait, la cotation, elle est bridée, puisqu'on reprend les termes génériques. Donc ça a été… c'est pour ça qu'on épluche vraiment toutes les fiches métiers pour éliminer toutes les tournures de phrases qui sont issues du référentiel d'analyse paritaire. Parce que sinon, c'est clair qu'une fois que c'est indiqué dedans, demain, on va se retrouver avec des cotations qui sont de fait déjà prédéfinies. Et donc ça, pour l'instant, en centrale, la direction retouche ces fiches métiers pour justement laisser un peu plus de liberté dans les cotations au final. Ouais. Tu voulais rajouter quelque chose, excuse-moi. Ouais. Juste pour rester sur les cotations, on a fait 500 fiches métiers à l'heure actuelle. Donc, effectivement, le 1er janvier 2024 va arriver extrêmement vite. On a encore plus de 1000 fiches à partager, à traiter. Et on commence déjà à faire des cotations avec la direction. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a une différence de 1 à 3, 4 points suivant les métiers. Avec la cotation par rapport à la direction. Et alors, ça, Alexandre, on en reparlera après. Exactement, on en parlera après. Ne déflore pas. Par contre, simplement, je peux dire, et après François pourra y revenir après l'intervention de Philippe, mais très rapidement, c'est une question dans le chat, est-ce que, au regard de ce que vous voyez sur les fiches emploi, le décalage entre le prescrit et le réel, est-ce qu'on est vraiment sur le réel? Est-ce que tu m'as entendu là? Non? Oui, pardon. Ouais. Est-ce que sur les fiches emploi actuelles, est-ce que vous notez un décalage entre le prescrit et le réel? Est-ce qu'on est vraiment sur le réel, comme le veut l'exercice? On est sur le réel, mais aujourd'hui, on a des métiers tellement polyvalents, avec des fonctions transverses, qu'aujourd'hui, on a un métier de base, effectivement, qui est sur le réel. Mais le salarié, il ne se retrouvera pas forcément dans ce métier parce qu'aujourd'hui, quand on est technicien de laboratoire, on a plein d'autres fonctions. Et donc, on a un métier cadre qui est effectivement réel, mais le salarié se retrouvera que dans ce métier réel, mais n'aura pas toutes ces autres fonctions. Et c'est ça un petit peu le piège. Il faut vraiment que nous, on arrive à valoriser tout ce qui est métier transverse, fonction transverse, en posant des calques sur ces métiers, sur la fiche métier de base. En posant des calques, le salarié fait cette fonction, il est polyvalent, et ça lui fait 1 point de plus, 2 points de plus, il est SST 1 point de plus. Et il faut qu'on arrive à valoriser ça, parce qu'au niveau des ouvriers, et le retour qu'on a, c'est que, et des techniciens également, c'est que quand la personne va être classée dans son métier avec une cotation, quand son manager va lui dire demain, il faut que tu continues à faire tes activités transverses, et certains vont dire, écoute, moi, dans ma fiche métier, ce n'est pas indiqué. Donc, moi, je me tiens à mon job. Si tu veux que je fasse ces missions-là, il faut qu'elles soient indiquées ou alors il faut les valoriser. Et ça, on est en plein dedans parce qu'on communique déjà aux salariés sur les premiers retours, notamment à nos adhérents. Et ça remonte très fort du terrain. C'est-à-dire qu'on doit être précis dans les fiches métiers. Pas trop, parce qu'il faut qu'on se laisse de la liberté dans les cotations aussi pour éviter de trop brider. Mais derrière, il faut valoriser toutes ces fonctions transverses parce que sinon, demain, les salariés, ils ne joueront pas le jeu. Et je peux les comprendre sur le fait qu'il faut que ce soit valorisé. Quand on a pris des compétences, qu'on est remplaçant d'un chef d'équipe, qu'on a des compétences dans SAP, etc., ça doit être valorisé 1 ou 2 points en fonction. Donc ça, on a du mal avec la direction. C'est comme les parcours syndicaux, c'est compliqué, les parcours des mandatés, mais voilà, on ne lâche pas et je pense qu'on arrivera à trouver une solution parce que ça va revenir comme un boomerang auprès de la direction et notamment sur les ouvriers et premiers niveaux de techniciens. Ok, merci Alexandre. Philippe Bordas, donc délégué syndical CFE-CGC, c'est Schneider Electric. Et donc, accord de méthode aussi chez vous, pour faire original. Par contre, intéressant avec toi sur ce que tu vas nous dire. Donc, des fiches emploi, l'objectif, c'est d'avoir 1000 fiches emploi repères sur le périmètre Schneider Electric France. Sauf que
il préexiste dans le groupe Schneider Electric des job codes, comme on les appelle en interne, et il y en a près de 900. Et là, eux, ils ont une dimension internationale et ils ne comptent pas s'en aller, ils persistent. Si tu peux nous expliquer, c'est quoi le casse-tête de comment articuler une nouvelle classification, les fiches, ces fiches emploi repères, quelle est leur complémentarité avec les job codes qui vont continuer à exister? Ouais, je vais poser un petit peu le décor, Rodolphe. Effectivement, Schneider France, c'est 15 000 salariés sur un groupe qui en compte 150 000. Donc, grosso modo, 10% des emplois pour une société française, puisque Schneider est française, sont concernés par la refonte de la classification en fait, des emplois. Donc, forcément, il y a déjà des outils qui sont en place. Et même si on a un très très bon dialogue social en France, on peut pas déroger à ce qui existe dans tout le groupe. Et forcément, il va falloir adapter et se caler dans des figures qui sont un petit peu imposées donc par le groupe. Et on ne va certainement pas effacer l'existant. Ça ne sera pas possible. Il faudra s'harmoniser avec quelque chose qui régit en fait les jobs dans l'ensemble du groupe. Juste un petit aparté quand même au niveau de notre entité. On a eu au niveau de l'accord de méthode à peu près les mêmes dispositions qu'il y a eu chez Framatome, à une différence près qui est assez fondamentale, c'est que les groupes de travail qui sont constitués n'intègrent pas de salariés et n'intègrent pas les OS. Donc, en clair, on a une totale opacité sur comment sont rédigées les fiches emploi. Dans le concret, il n'y a pas de participation. Donc, on va découvrir, quand elles nous seront diffusées, le contenu des fiches emploi. Donc, ça, pour nous, c'est un point un petit peu compliqué sur lequel on n'a pas trop de levier, en fait. Clairement, la direction nous dit que c'est une prérogative de l'entreprise. Elle avance de son côté. Sur les 1000 fiches emploi qui sont dites repères, il y en a 50% qui sont très facilement établis parce qu'elles concernent des emplois industriels, donc plutôt production. Et ensuite, on a 50% autres qui sont liés au fait que sur le territoire France, on a le siège social, on a des emplois qui sont effectivement tournés vers l'international. Et donc, il y a une problématique particulière où on va avoir des fiches emploi très particulières pour certains jobs, en fait. Voilà. Donc, concrètement, c'est quoi le job code? Le job code chez Schneider, c'est ni plus ni moins qu'une volonté de l'entreprise à une époque de définir quelles étaient les compétences par poste. Donc, c'était plutôt un outil qui avait vocation à avoir une certaine, on va dire, découpage des 14 fonctions, des 14 métiers, en fait, dans l'entreprise. Donc, que ce soit la vente, le développement durable, en fait, tous les métiers qui peuvent exister dans l'entreprise. Et le but était plus à vocation de développement de compétences, donc plutôt orienté pour la formation. Et en fait, ce système-là a été un petit peu dévoyé. On s'en est servi comme un outil, entre guillemets, de classification des emplois, enfin des métiers plus exactement. Et en fait, ça a été déployé au niveau de la France, mais aussi partout sur le périmètre où Schneider a des salariés. Donc vraiment, c'est un outil qui a le mérite d'exister. Et en fait, l'idée de la direction, c'est de repartir de cet outil-là, sans faire de transposition. Et ça, c'est important. C'est vraiment un point sur lequel nous, on a appuyé fort. C'est qu'on ne transpose pas, en fait, le job code dans une grille. On ne fait pas un copier-coller. Donc, on va amender, en fait, le job code de tous les items du référentiel. Hein. Donc, on va intégrer toutes les compétences dans le job code sous forme de suffixes qui seront indexés finalement au job code.
Et c'est un peu l'idée de la façon de faire. Voilà. Donc, pour ce faire, en fait, la direction travaille en équipe resserrée. Donc, un manager, un métier, un RH métier également, et puis des référents, on va dire, mais des référents qui sont toujours rattachés à la direction. Voilà. Il n'y a pas d'association, comme je vous disais, avec les organisations syndicales, ni même les salariés. Il y a une avancée qui se fait, on va dire, à un rythme soutenu, mais malgré tout, on se rend compte que le timing étant ce qu'il est et le volume de travail étant ce qu'il est, la direction était obligée d'aller chercher ailleurs des renforts pour arriver à déployer. Alors, sachant qu'on s'est pris quand même super tôt dans la société, on a vraiment pris le sujet dès le début et la volonté de l'entreprise, c'était d'aller à fond sur ce déploiement de nouvelles conventions collectives. Et là, on se rend compte que concrètement, malgré tous les efforts qui ont pu être fournis, la masse de travail fait que en interne, c'était pas possible de la gérer. Il a fallu aller staffer avec alors là, ce sont des freelances, ce ne sont pas des cabinets extérieurs qui ont été pris. Mais bon, on se rend compte que pour tenir le délai, ça va être très très chaud. D'autant plus que, comme toutes les sociétés, on va avoir énormément d'élections en fin d'année. Et donc, ça risque effectivement aussi avoir un cumul de charges qui risque d'être un petit peu insoutenable pour la RH, en fait. Et ça va aussi poser la question, enfin ça c'est une aparté, de la capacité des organisations syndicales à rester convergentes sur le sujet, même dans des contextes de campagne électorale. Ça va être un sujet. Ça ne mangerait pas de pain d'essayer de continuer à être convergent. Philippe, tu gardes la main, on passe sur la deuxième séquence. Je ne vais pas tout à fait fini, Rodolphe. En fait, la direction a mis en place aussi un outil informatique pour les aider à créer des fiches emploi. Donc, il a été présenté récemment, cet outil-là, au groupe technique qui suivent en fait l'avancée du projet sur la classification. Un outil qui semble-t-il, est assez bien fichu, qui permet de gagner en efficacité et d'accélérer un petit peu la méthodologie. Donc, voilà, je pense qu'ils ont investi sur ça. C'est peut-être pas une mauvaise chose. Ça peut permettre effectivement de gagner un peu de temps. Maintenant, comme je vous disais, on n'a pas de retour sur le déploiement. Donc, tout ce qui est forfaité, comment ça va être géré, on ne sait pas. En fait, c'est vraiment très opaque. Donc, on risque de découvrir les choses au mois d'octobre quand on va nous diffuser les fiches. Et on sera en pleine période électorale. Donc, ça risque d'être assez chaud à gérer, quoi. Ok, bon, rock'n'roll. Sur les cotations, donc tu le dis, ça va être potentiellement surprise et peut-être aussi des mauvaises surprises. Et un enjeu, tu l'as souligné, 15 000 salariés en France dans un groupe 150 000 dans le monde. L'exercice de la cotation, quand ça va tomber. Tu soulignais la difficulté qu'il y avait à mesurer et valoriser et reconnaître le travail des salariés en France et qui s'inscrivent dans le cadre du développement international, qui ont des fonctions à l'international, mais qui sont en France. Et comment le valoriser ça, sachant que peut-être que certaines parties prenantes chez Schneider Electric considèrent que le périmètre France pèse un peu lourd et qu'il faudrait peut-être l'alléger et qu'il doit être moins central, etc. En fait, la problématique de la France, effectivement, c'est qu'il y a beaucoup de fonctions transverses qui travaillent avec des équipes internationales ou qui sont managées par des équipes internationales. Donc, ça va évidemment dans les deux sens. Et là, on est sur des postes qui sont parfois unitaires, assez souvent unitaires dans ces fonctions-là. Et donc, ça veut dire une fiche emploi qui va être particulière, mais aussi une cotation qui va être particulière. Et là, très franchement, on ne sait pas trop où on met les pieds. La direction admet qu'il peut y avoir beaucoup de fiches emploi unitaires, ça ne leur pose pas de problème. Donc, ils vont travailler sur le sujet. Pour autant, nous, ce qu'on considère, c'est que
tout ce qui est grading, en fait, où il y a une certaine opacité après sur la classification, en fait, la cotation va entraîner derrière une rémunération, donc un grading. Et ce grading, nous, aujourd'hui, il est assez, on va dire, assez confidentiel. Il n'y a pas de transparence sur le sujet. Donc, ce qu'on demande à chacun de nos collègues, c'est de faire une demande express aujourd'hui de son grade de poste, de son comparatio. Alors, ce qu'on appelle le comparatio, c'est dans l'espace salarial du grade, savoir où on se situe. Parce que demain, quand on va rebeloter en fait les cotations, on ne sait pas dans quelle case on va tomber. Donc, l'idée, c'est d'avoir quand même une visu avant la modification des systèmes informatiques, donc les systèmes d'information qui vont évoluer. Et ça, c'est un gros enjeu aussi pour la direction, hein, parce qu'il faut finir vite les cotations, en tout cas les finir à temps, parce que derrière, il y a tout le système informatique qui doivent être modifiés. Et là, c'est un gros chantier aussi pour la partie gestion ressources humaines. Et on est dans du concret. Hein. Là, il faut qu'au 1er janvier, quand on appuie sur le bouton, ça marche, quoi. Et donc nous, ce qu'on craint, c'est qu'on ne craint pas qu'il y ait d'impact salarial. Hein. Clairement, on sait que le salaire sera toujours maintenu. C'est que les personnes tombent dans les bons espaces de salaire en termes de grade pour qu'ils ne se retrouvent pas coincés dans un emploi qui leur a été déterminé, qui ne leur permettrait pas d'évoluer ou de façon comme dans la continuité de ce qu'on a aujourd'hui, en fait. Voilà. Donc, cette refonte de Classif, pour nous, elle est du fait de son opacité, il faut qu'on le prépare, il faut qu'on accompagne nos salariés en leur disant eux-mêmes de demander de façon individuelle, parce qu'on ne peut pas le faire de façon collective. Chez Schneider, on peut avoir son grade uniquement sur une demande particulière auprès de son manager ou de son RH. Et donc, là, on demande aux gens de se préparer. Voilà. Et c'est un vrai enjeu. Il faut que les gens se prennent en main aussi sur ce volet-là, en fait. Merci Philippe. Nickel. Et je te dirais, regarde, tu as Didier d'Assosystème qui dit effet positif de la classification chez 3DS, introduction du critère relation au niveau international, le pendant de la coopération dans les grilles. Donc, par rapport à vous, où il y a beaucoup de salariés qui sont en relation internationale, c'est peut-être une piste à suivre du côté de chez Dassosystème. Ouais, après, il faut voir aussi qu'on est sur des cadres de niveau 3C souvent. Donc, je pense qu'on n'aura pas forcément beaucoup de retours sur. C'est des cadres qui sont un petit peu solo, qui font très peu appel on va dire, aux organisations syndicales. On verra ce qui va se passer pour eux, s'ils reviennent ou pas vers nous. En tout cas, nous, la CFE-CGC, on a formé tous nos DS sur la convention collective. Vite, on va avancer. Excuse-moi de te couper, Philippe. On en parle, tu auras l'occasion peut-être de reparler sur la partie formation, mais je ne voudrais pas me faire déborder par le temps, excuse-moi. Non, mais parole à Alexandre, toujours sur les cotations. Tu commençais à embrayer sur le sujet tout à l'heure, sur le fait que quand sur les fiches emploi, vous avez la main. Sur les cotations, c'est quand même là, pour le coup, vraiment la responsabilité de l'employeur et vous avez quand même une marge de manœuvre, si tu veux nous expliquer, en amont, à la différence de, comme le précisait bien Philippe, du côté de Schneider, à la différence de chez Schneider Electric et en amont, vous, et c'est également Airbus, vous avez une possibilité d'agir en amont, mais sur les cotations, quand vous voyez un écart trop important, qu'est-ce qui se passe et à quel moment vous considérez que l'écart est injouable et que il faut le corriger? Alors effectivement, là pour l'instant, on est sur des premières cotations. Une fois qu'on a validé les fiches métiers, on passe au processus de cotation. Donc chacun fait l'exercice dans son périmètre et puis on partage notre vision avec la direction et en commission paritaire, on arbitre. Alors nous, effectivement, on constate que suivant les métiers, des fois on tombe bien, on tombe plutôt en raccord avec la direction, mais dans la plupart sur la majorité des cas, on est sur 1 à 3 points de différence.
Et donc là, il y a deux solutions. Soit on arrive à trouver un compromis avec la direction, donc voilà, et nous, ça nous va bien. Alors par contre, ça, c'est un processus qu'il faut défendre, c'est-à-dire qu'on reprend effectivement à chaque fois le référentiel d'analyse paritaire avec la fiche métier et on défend point par point quel critère pourquoi la direction juge que c'est un degré 7 alors que c'est un degré 8 pour nous, etc. Donc on arbitre, et c'est là où il faut être fort, c'est de bien sonder et avoir des retours terrain des salariés concernés. Parce que quand vous arrivez avec du factuel, avec des missions précises du salarié qui est concerné, clairement, la direction n'a pas trop le choix de dire au final, effectivement, c'est bien ces métiers-là. Et il ne faut pas se tromper, la direction, dans les commissions paritaires, n'a pas du tout la vision terrain des métiers au quotidien. Il y en a tellement qu'eux, ils ont une vision très centrale. Ils s'appuient sur leur RH et manager dans les établissements. Mais quand il faut défendre, ils ne sont pas là autour de la table. Donc, c'est plutôt notre force à dire, voilà, nous, on a sondé nos adhérents, on a sondé nos militants. Voilà la réalité. Donc là, effectivement, on a un écart de 3 points. On arbitre à 2, on arbitre à 1, mais dans tous les cas, on fait un pas chacun et on arrive à trouver des compromis. Donc ça, c'est important. Me permet de réagir aussi sur… donc jamais, on est dans le cas inverse, jamais la direction cote plus que nous. Hein. On arrive toujours là-dessus, sur ce sujet, forcément. Voilà. Ils jouent le jeu. Et ce qui est important aussi dans ces cotations, c'est qu'on a créé des niveaux par métier. Je vais prendre l'exemple d'un soudeur aujourd'hui. Un soudeur, il y a le soudeur niveau 1, niveau 2, niveau 3 et niveau 4, qui permet de donner une visibilité aux salariés. C'est ça, hein, l'ADN de cette cotation, ça donne une visibilité aux salariés, c'est-à-dire qu'un salarié qui va être classé niveau 2, demain, pour qu'il soit niveau 3, soudeur niveau 3, il va aller voir dans la fiche niveau 3, il va regarder ce qu'il doit faire, comment il peut construire ça sur une durée dans le temps avec son manager pour dire, voilà, je vais prendre ses compétences et d'ici 1 an, 2 ans, j'aurai ces compétences et je pourrai monter en cotation finalement et prendre plus de responsabilités. Ça, c'est important de le rappeler. Je fais le lien aussi avec des questions dans le chat sur les cotations. Alors clairement, on sonde les salariés, ils sont au courant, on a fait des assemblées du personnel dans différents établissements, on a sorti sur notre site internet tout un focus sur le projet des cotations version Framatome, pour que les salariés se retrouvent vraiment dans leur entreprise, la méthode, comment on allait employer tout ça. Mais clairement, les salariés, qu'est-ce qu'ils nous demandent au quotidien? C'est, bon, est-ce que je vais perdre en rémunération? Et je le dis, enfin voilà, c'est sur la cotation, quand on discute avec eux, qu'ils soient classés 8, 9, 10, honnêtement, eux, ils se disent, moi, du moment que ma rémunération ne change pas et que je n'ai pas de perte à la fin, la direction, si elle veut me coter 8 ou 9, pour moi, ce n'est pas un changement majeur. Mais c'est important parce qu'on fait de la pédagogie là-dessus, parce que demain, ça donne vraiment de la visibilité. Et voilà où on en est aussi aujourd'hui sur ces cotations et sur le retour terrain et de l'approche. On essaye quand même de dire c'est bien les rémunérations, mais il n'y a pas que ça. Hein. Parfait, Alexandre. Isabelle, alors, chez Airbus, vous avez sur l'exercice des cotations, à l'automne 2022, la direction d'Airbus, dans la veine d'une approche participative, a demandé à toute la ligne managériale de coter pour demander, in fine, de recoter. Tu peux nous expliquer pourquoi la direction a demandé de recoter? Alors, disons que là, on en est dans le planning, effectivement, où le catalogue est prêt et d'ailleurs est accessible aussi, nous, sur le hub à tout salarié qui le souhaite. Donc, toutes les fiches d'emploi sont accessibles. Donc, il y a quand même de la transparence. Après, il a fallu que les managers se forment aussi et comprennent comment ça marche. Donc, il y a eu des formations et des choses comme ça. Sauf que c'est quand même pas super simple et super évident. Donc, ça s'est fait en plusieurs étapes. Et donc là, les managers, en ce moment, on a fini l'exercice qu'ils appellent la cartographie. Donc, en fait,
tout ce catalogue d'emploi est pris en main par chaque manager de tous les niveaux d'ailleurs, hein. Chacun cote son équipe en dessous. Et donc, il y a eu un premier exercice de cotation qui a fait remonter un certain nombre de résultats. Et je pense qu'il y a des endroits où ce n'était pas forcément certainement en ligne avec peut-être que je ne sais pas exactement quels sont les endroits où on a demandé de recoter, mais globalement, on a quand même demandé aux managers de revoir leur copie parce qu'ils avaient un peu surcoté du point de vue, j'imagine, de la direction. Mais en fait, je dirais que ce n'était pas anormal parce que peut-être il n'y avait pas eu toutes les formations, il n'y avait pas eu toutes les explications. Il y a un glossaire spécifique Airbus qu'il fallait aussi intégrer. Enfin, il y avait quand même pas mal de choses. Donc, en fait, il y a eu un exercice de recotation qui a été fait donc fin décembre. Et la dernière commission paritaire de suivi de fin décembre a fait remonter quand même qu'au global, l'exercice fait que les salariés, ils ne vont pas y perdre. Ils ne vont vraiment pas y perdre. Donc, il y a des endroits, alors plus ou moins en fonction des divisions, en fonction des métiers, etc. Mais il y a des endroits où il y aura beaucoup plus de cadres qu'avant, puisque le niveau 11, c'est quand même le repère dans la métallurgie. On se rend compte dans cette dernière commission paritaire de suivi, donc le dernier exercice de cotation, que quand même, il y a des endroits où il y aura autour de 3% de cadres en plus dans les divisions au global. Dans la note, c'est un peu plus de 3. Bon, bref. Donc, ça dépend comment étaient cotés les métiers. Donc, cet exercice, quand même, a permis de mettre un peu de justesse entre les diverses divisions. On a les mêmes problèmes que Philippe, hein, puisque nous aussi, c'est une entreprise internationale, qu'il faut quand même qu'on reste cohérent avec l'Allemagne, avec les autres pays, finalement, qui forment le groupe. Hein. Donc, c'est aussi ça la difficulté qu'il y avait. Et bon, là, je pense qu'on est arrivé à quelque chose qui ressemble, qui a l'air assez correct. Et donc, à partir du 13 février, les managers vont décliner les fiches d'emploi aux salariés. Et je pense que c'est là, quand il va y avoir un déploiement, je crois, à partir du 13 février je pense qu'il faut au moins 2 mois. Et chaque manager va prendre la fiche d'emploi, va la montrer à son salarié, va lui expliquer où il est et comment a été coté son poste, son emploi. Et il va lui expliquer la différence avec celui qui est juste en dessus et celui qui est juste en dessous. Je pense que là, à ce moment-là, on va avoir peut-être beaucoup de remontées. Et à partir du 13 février, c'est dommage, cette web live, elle est un peu tôt. Peut-être que là, on aura des remontées, j'espère, positives et certainement négatives, puisqu'il y a des gens qui ne vont pas s'y retrouver. Mais il y a des gens qui vont s'y retrouver. Je vous garantis qu'il y a certains postes où il y avait des managers, notamment en production, qui encadraient des équipes importantes qui n'étaient pas cadres. Maintenant, ils vont l'être. Et quand on lit la fiche de poste, c'est beaucoup plus juste. Donc, au moins sur un certain nombre de postes, ça va amener de l'équité entre les postes, entre les divisions et entre les responsabilités. Donc, cet exercice, il va être intéressant et il y a des gens qui vont s'y retrouver dans la mesure où, alors évidemment, il y a ceux qui ne vont pas s'y retrouver, c'est-à-dire les gens qui avaient finalement progressé je dirais, dans leur carrière et qui sont restés toujours sur le même emploi. Eux, peut-être qu'ils vont pas s'y retrouver. Donc, c'est peut-être ces salariés-là qu'il va falloir réfléchir et trouver. De toute façon, ils ne perdront pas en salaire et ça, on y veillera. Voilà, donc cet exercice, il était très important. Ils sont aperçus à un moment donné que ça avait été un peu surcoté dans le premier exercice tellement il était important. Là, je pense qu'on est arrivé sur quelque chose qui semble correct. Voilà. Donc, Isabelle, oui. le sujet a été abordé dans le chat et on en a parlé quand on a préparé et puis Philippe allait en parler. C'est la formation et dans le chat, il était question de la formation, le label en fait, UIMM sur la formation, une formation certifiante, qualifiante, spéciale classification brandée UIMM et c'est ce que vous avez fait. Vous avez fait ce choix d'une formation dispensée par un organisme de formation lié à votre fédération, mais pour autant labellisée UIMM. Et pour toi, c'est important dans la capacité de vos militants à accompagner les salariés qui ne seraient pas contents, justement. C'est ça, parce que bon, voilà, on est nombreux, il y a beaucoup de postes. On est, rien que moi, je suis à Toulouse, on est 15 000. On n'est pas si nombreux, au niveau des organisations syndicales, on est un certain nombre, mais pas certainement assez nombreux. Et s'il y a des remontées négatives, en tout cas, les gens vont nous demander des explications. Et comme c'est quand même assez complexe,
Donc, effectivement, notre fédération a organisé une formation avec l'APSAC, là, l'organisme qui travaille avec notre fédération Info. Et donc, à la fin de cette formation, il y a un certificat compétences professionnelles métallurgie, un CCPM. Et avec cette qualification, les gens enfin, les organisations syndicales et les délégués du personnel qui ont passé cette certification, eh ben, elles auront un tampon, elles auront des connaissances. Et en tout cas, on pourra discuter avec la direction, avec les managers en local, voilà, pour remettre des choses, parce que ça voudra dire qu'on connaît bien la chose. Donc, ça fait, je crois qu'il y a eu 2 ou 3 vagues de formation. Les gens étaient très contents finalement, parce que les cotations, machin, quand on ne se plonge pas vraiment dedans, ça a l'air mystérieux. Et là, vraiment, on apprend à coter un poste, et on apprend vraiment, parce que, bon, nous, on est quelques-uns dans l'entreprise à connaître le truc, mais les délégués de terrain, ils ne les connaissaient pas forcément. Voilà. Donc, cette initiative, elle a été très appréciée. Je pense qu'on va être bien sollicité par les salariés pour voir les cotations, parce qu'on va avoir finalement, à partir du 13 février, vraiment les affectations au poste et aux salariés. C'est là qu'on va avoir on va avoir de quoi faire. Parfait, merci Isabelle. Alors, François, tu avais commencé à en parler tout à l'heure de le facteur humain que ça représentait, cette déclinaison de la classification, et comment on se prépare un peu, au regard de ce qu'on a entendu, à gérer les salariés qui sont contents, et surtout ces salariés qui sont frustrés et qui ne s'y reconnaissent pas, et les explications que ça mérite, et tout cet aspect-là, comment on l'adresse et comment on répond. Oui, tout à fait, Rodolphe. Je voudrais rebondir juste au préalable sur ce qu'ont dit Alexandre, Philippe et Isabelle. Hein. Donc, par rapport à la première intervention que j'ai faite au tout début, on voit bien qu'effectivement, les situations sont différentes dans les entreprises, avec 2 cas assez distincts, entre Framatome, où c'est vraiment une démarche partagée, et puis ou Schneider, où la démarche a l'air un petit peu plus, on dirait, chacun dans son camp. Là où je voudrais revenir sur les points de départ du facteur humain, quand même, c'est que tout le monde est parti ventre à terre, mais la première chose à faire, c'est d'identifier les postes. On n'en a pas beaucoup parlé. On parle de suite de côté les postes, mais d'abord, il faut les identifier. Il y a plein d'options pour identifier les postes. Hein. Alors, il y a des jobs qui existent, mais pas forcément. On peut... c'est le modèle d'organisation qui est remis en cause au moment donné où on dit qu'un poste existe ou qu'il n'existe pas. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, j'ai entendu dire, mais notre direction, elle est d'accord qu'il y ait des jobs uniques parce que chacun est unique et comme ça, on va pouvoir prendre en compte les spécificités du poste. Très bien, je trouve ça très intéressant. Mais à contrario, ça veut dire qu'après, on va se retrouver avec un système d'organisation de l'entreprise avec des monopostes ou avec beaucoup de monopostes. C'est quand même une organisation d'entreprise un peu particulière. Et sans vouloir préjuger de la suite, forcément, s'il y a une organisation avec des postes, si un jour il y a une réorganisation dans l'entreprise, ben forcément, on va réorganiser par rapport au poste. Ça veut dire qu'à un moment donné, s'il n'y a que des monopostes, il n'y aura plus de catégories avec 10, 20, 30 personnes dans le poste. Ça veut dire qu'en cas de réorganisation, il n'y aura plus de critères traditionnels qu'on avait avant, l'ancienneté, charge de famille, etc., le handicap. Donc derrière tout ça, déjà rien que derrière l'identification, on voit bien qu'il y a des enjeux qui sont importants. Et vont se caramboler à un moment donné donc des objectifs de salariés qui veulent avoir un poste unique parce qu'ils veulent être reconnus dans leur savoir-faire, dans leurs compétences, dans ce qu'ils savent faire au niveau de leur job. Et puis peut-être des directions à un moment donné qui vont vouloir peut-être un peu restructurer leur organisation au passage, remettre un peu de prescrit à la place du réel, expliquer à quelqu'un, oui mais ça tu le fais mais tu ne devrais pas le faire. Donc on va quand même pas le mettre dans ton poste parce que finalement tu le fais mais tu ne devrais pas le faire, donc on ne va pas le mettre, etc. Donc c'est compliqué en fait, je pense. Et ça commence par ça. Donc attention à tous ces enjeux. Et c'est là-dessus que lors de nos interventions, nous auprès de CSE, on a attiré l'attention là-dessus pour bien partir du bon pied déjà sur la granulométrie de ça. Après, forcément, on voit bien que après, c'est mécanique. On va décrire le poste, on va rentrer dans des grilles et à la fin, on va avoir un salaire minimum. Donc on voit bien qu'il y a un lien dès le départ, implicite avec la cotation finale. Donc forcément que la direction, et c'est fort logique, hein, elle ne veut pas que la masse salariale dérape, elle ne veut pas que ça soit un grand chambardement, etc. Donc elle va être tentée implicitement d'intervenir dès le plus en amont possible pour caractériser les contenus des postes. Et c'est là qu'il y a un carambolage à un moment donné entre les attentes sûrement des salariés du CSE et les attentes de la direction. Et c'est là que se joue tout l'enjeu de ce projet. Donc, à Framatome, le fait qu'ils arrivent à partager ça avec des SharePoint, avec les salariés, etc., je trouve ça vraiment une excellente pratique parce que ça permet quand même
d'avancer. Et pour revenir au facteur humain que tu disais, Rodolphe, le risque, c'est que si on est un peu opaque dans la démarche, à un moment donné, on va se retrouver des salariés, donc, soit qui vont se retrouver à un poste qui est sous-coté par rapport à leur ancienne classification personnelle. Donc là, comment ils vont le vivre? Je ne sais pas. On peut leur dire, oui, vous allez garder votre salaire. Mais quelqu'un qui a un statut de cadre, qui est un peu ancien dans l'entreprise, etc., qui se retrouverait avec un poste qui est classé très nettement en dessous de cadre, je pense qu'il va mal le vivre. Donc il y aura des cas particuliers. Et à contrario, il y a probablement des gens qui vont se retrouver sur des postes boostés en termes de score et qui vont se retrouver dans une situation de négocier avec leur direction, effectivement, comment on va ajuster éventuellement mon salaire à tout ça. Donc la complexité, elle vient de là. Et je pense qu'effectivement, plus les salariés seront informés tardivement, et en masse en plus, et plus ça sera compliqué à gérer. D'autant plus que, comme c'est un accord qui a été signé par les organisations syndicales, enfin un certain nombre d'organisations syndicales, les salariés, à un moment donné, s'ils sont un peu aigres, ils risquent d'aller voir leur délégué et lui dire « mais pourquoi vous avez signé ça ?» Donc voilà où sont les risques, je pense, et avoir tout ça en tête. Et comme on touche au salaire, à la position sociale, un peu à l'organisation, forcément, à un moment donné, si on ne prend pas toutes les précautions qui vont bien, et si on n'a pas un petit coup d'avance dans la réflexion, ça peut être compliqué. Merci François. Peut-être Eric, tu veux rebondir sur l'histoire, le lien, et là on passe sur la troisième séquence, sur les effets induits et sur les moyens à court et à moyen terme, mais sur la notion de catégorie professionnelle, vous expliquez, vous… Oui, alors… Attends, simplement… Oui, je lance le truc, c'est simplement de dire que dans la métallurgie, il y a des entreprises qui se portent très bien. Framatome, vous êtes dans une logique de développement, mais ce n'est pas le cas de toutes les entreprises. C'est pas le cas de toutes, hein. Il va y avoir potentiellement des restructurations, et la notion de catégorie professionnelle, elle va percuter les classifs. Exactement. Alors effectivement, là, on est sur des grosses entreprises qui ont une certaine dynamique et qui ont des moyens pour faire face à certains aléas économiques. Ce n'est pas le cas de toutes les structures. Et puis, si vous êtes sous-traitant dans la métallurgie, il y a des fois, ça peut vraiment se tendre. Je renvoie sur le contexte inflationniste, sur le coût de l'énergie, etc., plus sur le dérapage de certaines matières premières. Ce qui veut dire que le sujet de la réorganisation, il est peut-être dans la tête de certaines directions. François vient de l'évoquer. On a aujourd'hui, dans le cadre de réorganisation avec évidemment le risque de licenciement, l'application de critères d'ordre. C'est toujours, alors ça c'est très empirique dans nos pratiques et dans nos vécus, c'est toujours un point d'achoppement dans l'analyse de ces situations parce que la direction a une logique de découpage du périmètre, les représentants du personnel, ils n'ont pas la même, et évidemment, on peut se retrouver des fois avec des aspects très tendus en termes de discussion parce que la direction veut conserver, donc prévoit des postes très spécifiques et puis remet une grosse partie des salariés qu'elle voudrait voir partir dans des catégories communes. Ce qu'évoquait François avec le risque de monoposte, c'est que la direction anticipe une partie d'évolution de son organisation et puis selon la définition de la fiche de poste, selon la cotation, va elle-même pré-trier avant la réflexion des critères d'ordre. Alors attention, l'idée n'est pas de jouer les Cassandres et de dire qu'il va y avoir X plans sociaux sur 2023-2024. Mais le contexte amène un certain nombre de réflexions et en lien avec ce qu'évoquait François, un minimum de vigilance parce que à trop forcer la définition spécifique de mon poste, il n'est pas comme les autres, c'est à la fois le risque d'être mis de côté et puis à la fois le risque d'être très, très ciblé en cas de réorganisation. Et le lien, c'est on est aujourd'hui sur la nécessité de décrire le réel avec toutes les complexités qui ont été évoquées dans les échanges jusqu'à présent, et une direction qui peut avoir en tête des évolutions d'organisation, des risques de restructuration, etc., etc., et donc qui elle-même va commencer à introduire des biais dans
dans le modèle de définition des postes et dans les cotations. Parfait, merci Eric. Isabelle, sur les effets induits, les liens à court, moyen terme, vous avez lancé l'accord de méthode sur la classification, la déclinaison de cela, et ça s'inscrit dans une approche plus globale, on va l'étayer. Vous appelez ça chez Airbus le projet Reload, qui vise à remettre à plat tout le socle conventionnel des accords chez Airbus, comme par hasard. Et le point de départ, c'est la classif. C'est par exemple quel lien tu fais, toi, vous faites FO entre cette classification, la cotation et la notion, vous avez négocié en 2022 l'accord sur le nouveau cadre du temps de travail, par exemple. De toute façon, alors, enfin, en effet, on s'est rendu compte que, un peu comme au niveau de la métallurgie globale, de la branche, on avait des tas d'accords différents, chaque entreprise, chaque entité avec son accord, et ça freinait quand même pas mal la mobilité. Quand vous accueilliez un salarié qui venait d'une autre entité, il disait moi j'avais tant de jours d'ancienneté dans mon entreprise, là j'en ai tant d'autres. Enfin, c'était très compliqué, et les avenants s'empilaient. Enfin bon, du coup, effectivement, il a été décidé, en accord avec les OS, de refondre complètement, comme la branche l'avait fait, de refondre exactement tous les accords. Donc, ce fameux accord Reload qui comprend la refonte de la rémunération, du temps de travail, qu'est-ce qu'il y avait, le CET, la fin de carrière, enfin tout un tas de sujets. Donc, ils ont fait plusieurs blocs de négociations, puisqu'en fait, ce qui est vraiment contraint, c'est les classifs qui doivent être effectivement applicables au 1er janvier 2024. Donc, voilà, il y a tout un travail fait là-dessus. Mais en parallèle, la grille, par exemple, des NINI, on en a parlé tout à l'heure, il faut qu'ils collent aussi avec la nouvelle grille. Donc, forcément, il y a un lien, effectivement. Bon, après, le temps de travail, ça a été renégocié aussi parce que ça faisait partie, effectivement, des choses où il y avait des différences entre les entités, etc. Donc, il y a eu un travail sur la renégociation du temps de travail, du forfait jour, enfin bon, ouais, tout un tas de choses, finalement, qui sont périphériques, mais qui peuvent avoir un lien aussi, notamment les rémunérations, on l'a dit tout à l'heure, les rémunérations, c'est vraiment très en lien avec les classifications. Donc, au moins, le côté rémunération, on était obligé aussi on était obligé, on en a profité aussi pour le renégocier, et effectivement, finalement, la classif, c'est 10%, 10%, ouais, à peu près de la renégociation, tellement tous les thèmes vont être adressés. Même la GEPP qui va être adressée, donc gestion des emplois et des parcours professionnels, qui va être renégociée là au printemps-été, parce que bien sûr, la GEPP a une incidence sur cette classification, puisque maintenant, ça ne sera plus de la promotion individuelle de personnes, mais si on va avoir une promotion, il faut aller sur un poste mieux coté. Donc, pour aller sur un poste mieux coté, il faudra se former. Enfin, finalement, on se rend compte que beaucoup de choses sont liées et que c'était pas idiot de tout revoir. Après, c'est un chantier énorme et on a réussi à quand même à progresser, à négocier des choses. Voilà, donc tout ce gros paquet Reload va être mis à la signature le 11 février. C'est pour ça qu'à partir du 13 février, les managers pourront redescendre les fiches de cotation à leurs salariés. Après, je ne sais plus quelle était l'autre partie de la question, je ne m'en souviens plus. Non, tu as répondu, parfait. Même plus largement et plus précisément que sur la… Non, tu as… Parfait, merci Isabelle. Philippe, à court terme, tu m'expliquais que c'est l'entretien d'évaluation, annuel d'évaluation, son fondement, son cadre qui allait devoir être revu à la lumière des fiches emploi et l'approche que ça sous-entendait. Qu'est-ce que tu entends par revoir les entretiens d'évaluation et quelle va être votre capacité à peser là-dessus? En tout cas, nous, on pousse pour qu'effectivement les EAP évoluent et qui collent finalement aussi au référentiel paritaire. Donc, que les sujets qui sont dans la fiche emploi soient abordés lors de l'EAP. Voilà, donc c'est une volonté qu'on a, nous, de faire évoluer le contenu de l'EAP vers quelque chose qui ressemble à ça. Il y aura toujours les objectifs chiffrés, mais c'est vrai que les nouvelles aptitudes qui auront pu être développées, les nouvelles compétences qui auront pu être acquises,
il n'y a pas meilleur moment pour en discuter que le AP. Et il faut vraiment profiter de ce moment-là pour le faire. Alors, évidemment, la première année, en janvier 2024, il y aura d'autres sujets qui vont entrer en ligne de compte. C'est sûr que les mécontentements vont aussi s'exprimer à ce moment-là, parce que tout le monde ne va pas avoir le réflexe de contester sa fiche emploi. Et je pense que les managers vont avoir un rôle de tampon à avoir qui va être loin d'être neutre pendant ces premiers EAP de 2024. Cela étant, la direction a pris conscience qu'effectivement, la fiche emploi allait avoir forcément un impact sur les EAP. Et elle n'a pas fermé la porte à ce jour, et elle est prête à regarder l'idée, sachant que, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un problème aussi de charge sur cette fin d'année et début d'année prochaine. Donc, concrètement, je pense que ça sera plutôt pour du 2025 qu'on sera vraiment prêt à avoir des EAP calés de façon différente. Voilà. Merci Philippe. Alexandre, du côté de Framatome, il y a un lien aussi. L'entretien d'évaluation, c'est un moment potentiellement là qui pourrait devenir plus clé qu'il ne l'est aujourd'hui, pour une fois. Qu'est-ce que ça vous amène sur comment vous préparez les militants là-dessus et comment vous pressentez l'exercice? Nous, clairement, déjà, nous, on va utiliser cette nouvelle convention pour déjà communiquer et encore donner de la visibilité aux salariés pour conduire leur carrière au sein de Framatome ou dans le groupe, qui est plus large que Framatome. Aujourd'hui, nous, on est dans une entreprise où on recrute, mais on a des difficultés de recrutement sur des métiers techniques. On a du mal à recruter. L'aéronautique nous prend pas mal de métiers. On se tire un peu la bourre entre la partie nucléaire, l'aéronautique, l'automobile. Donc, on a besoin de redonner de la visibilité et de l'attractivité dans ces filières industrielles qui ont été délaissées depuis quelques décennies, on va le dire comme ça. Pour faire le lien juste avant avec ce qui a été dit, aujourd'hui, même dans les grandes entreprises, il faudra qu'il y ait de la transparence et de la communication pour attirer de nouvelles personnes dans ces filières. Et puis aussi, quand on parle des sous-traitants, forcément, quand une grosse entreprise joue le jeu avec des cotations, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les sous-traitants et les directions, on le voit chez nous, commencent à regarder aussi les pratiques qui sont mises en place dans cette nouvelle convention collective et ces cotations pour finalement les calquer dans leur périmètre. Parce que demain, une compétence qui peut être intéressante d'un sous-traitant, il aura peut-être plus de facilité à postuler chez nous avec une meilleure visibilité que dans son entreprise où il va être coté. Ils vont faire un copier-coller de l'ancienne convention collective avec les coefficients et la nouvelle. Ça, c'est le risque. Et pour avoir de la visibilité dans les entreprises de la métallurgie en Saône-et-Loire, on est assez inquiet des PME et des TPE qui vont calquer. Parce qu'ils n'ont pas forcément un gros appui ou de l'UMM, ou ils n'ont pas d'organisation syndicale. 2, ils n'ont pas de budget ou de temps dédié à mettre des RH qui vont s'occuper de faire les fiches métiers, etc. Donc, on se dirige fatalement vers des transferts de coefficients avec cotation, ce qui ne devrait pas être le cas. Normalement, ça c'est important, mais on le sent et on le sait déjà. Et pour connaître quelques patrons aussi, ils ne s'en cachent pas. Hein. Ils n'ont pas le temps de gérer ça, ils ont du job. Bon, voilà. Donc après, il faudra que ça matche aussi bien avec les rémunérations qu'avec la visibilité aux salariés. Pour revenir à ta question, nous, sur les entretiens annuels, clairement, quand on fait des réunions de section, donc au périmètre CFDT, quand on explique aux salariés, élus ou adhérents comment ça va fonctionner demain avec les différents niveaux de métier, c'est accueilli vraiment d'une belle manière parce qu'on a la convention, l'ancienne convention avec les coefficients, c'était un peu dévoyé puisque
quand on était ouvrier, si péniblement chez nous, on finissait 240 ou 255. Demain, ça va vraiment donner une visibilité. Le salarié usineur niveau 3, s'il veut être niveau 4, il faudra qu'il forme. Et ça va se travailler lors des entretiens annuels. C'est-à-dire que le salarié, il aura la fiche niveau 2, la fiche niveau 4. Lui, il est niveau 3. Et s'il veut monter en compétences, il devra prendre les compétences qui sont inscrites dans la fiche niveau 4. Et clairement, ça va se construire avec des plans de formation, ça va se construire dans le temps, avec une échéance. Et aujourd'hui, nous, on axe énormément dessus pour que les salariés s'y retrouvent à la fin. Et ça, c'est vraiment important. Alors, on verra si les managers jouent le jeu, parce que demain, si on a 10 chaudronniers qui veulent prendre la compétence chaudronnier niveau 4, il y aura des choix stratégiques, parce que tout le monde ne peut pas monter d'un coup. Il faudra aussi accompagner les nouveaux et que ça soit fait de manière cadencée et intelligente. Donc, il y aura des arbitrages à faire. Par contre, c'est vrai qu'à long terme, avec une visibilité de 4 à 5 ans, ça permettra aux salariés de monter en compétences et vraiment de se retrouver dans cette nouvelle convention collective. Et attention aussi, le risque, c'est de ne pas dévoyer le système comme on a pu le faire avec l'ancienne convention collective, et puis dire parce que j'arrive à 50 ans, on va te mettre d'office une cotation supérieure. Et ça va être un problème. Il faut pas qu'on arrive avec ça, avec le plafond de verre, tu es à l'atelier, donc tu finiras côté 9 parce que tu as 55 ans et on sait plus comment te valoriser. Donc ça, faut vraiment repartir de la fiche métier, avoir une cotation juste avec les métiers transverses et les fonctions transverses qu'on occupe, et puis donner de la visibilité aux salariés pour qu'ils puissent se positionner à 4-5 ans pour dire demain, vous pouvez évoluer dans ces domaines-là ou ces domaines-là. Parfait. François, Alexandre, ça a été dit dans le chat, la question du salaire et qu'est-ce qui va garantir l'accord garantit le fait que pour les salariés au moment T, quand il va recevoir sa cotation et sa fiche emploi, il n'y aura pas d'effet sur son salaire au moment T. Si tu peux nous expliquer à moyen terme, au-delà de ce moment T, que en fait, c'est pas aussi garanti que ça, que le salaire n'évolue, il n'y aura pas forcément que la régression quelque part salariale ou de poste soit une éventualité, et c'est un facteur de risque et d'appréhension pour les salariés. Bon, chez nous, on a sécurisé. Hein. Oui, voilà, oui, c'est ce que j'allais dire. À court terme, de toute façon, quel que soit le résultat de la classification et de la position, le salaire est maintenu et conservé. Même dans le cas d'un cadre qui serait positionné sur un poste non cadre. Donc à court terme, il y a des minimaux, donc il va rien se passer. Par contre, effectivement, ça peut être pour certaines personnes qui vont se retrouver un peu surcotées par rapport qui étaient surcotés en tant qu'individus dans l'ancienne convention par rapport au nouveau poste, ils vont se retrouver effectivement sur une zone d'étiage à un moment donné au niveau de salaire où il y aura pas de possibilité d'évolution. Donc ça va les recaler mécaniquement par rapport au reste de l'organisation. Voilà. Et après, pour les primes d'ancienneté, ça a été dit, je ne sais pas s'il faut en parler, c'est pas tout à fait le sujet, mais effectivement, elles sont plutôt aujourd'hui pour les non-cadres suivant l'ancienneté, ce qui n'est plus tout à fait le cas pour les cadres. Voilà. Donc, le risque, en fait, qui existe, c'est surtout que quelqu'un se retrouve avec une classification ancienne qui était individuelle et qui soit discordante avec la nouvelle. Et là, donc, il y a un cas à gérer, un cas particulier à gérer. Et là, avec la complexité qu'il y aura avec, tout simplement. Et voilà. Entendu, merci François. Voilà. Eric. Et juste pour compléter, effectivement, on n'en a pas parlé. Donc, il peut y avoir des gens qui vont être un peu chafouins, hein, qui vont peut-être être grognons, aller voir les représentants du personnel ou la direction. Mais il y a aussi un risque pour l'entreprise qu'il y ait des gens qui soient désabusés et qui veuillent partir. Ou de ce qu'on appelle aussi un petit peu des missions silencieuses. On en a parlé tout à l'heure. Quelqu'un qui dit, ça, c'est pas dans ma fiche de poste, je le ferai plus, je le ferai pas. Par exemple, tous les jours, je fais un point usine, je participe à de l'amélioration continue, je fais des analyses, qualité, je contribue à tout un tas de petites choses dans le cadre de mon boulot. C'est pas marqué, c'est pas reconnu, je le fais plus. Pourquoi je le ferai puisque c'est pas prévu. Et on m'a enlevé
la reconnaissance qui était liée à ça. Donc le risque, je pense, il est là. Et à contrario, plus on va définir, rentrer dans le détail, et plus ça va être compliqué à gérer, et plus on risque d'avoir des unipostes, je ne sais pas comment il faut le dire. Donc je crois qu'il faut avoir un coup d'avance. Soit on est capable, effectivement, avec sa direction, d'avoir une stratégie haute, de concevoir un peu l'organisation, parce que la décomposition des postes définit l'organisation. Quand Alexandre dit tourneur niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, à un moment donné, il faut bien que l'entreprise décide combien elle veut de tourneurs, et dans cette organisation-là, quel niveau elle a besoin ou pas. Donc, à un moment donné, on en revient toujours à l'organisation de l'entreprise, donc à la stratégie, donc les orientations stratégiques de l'entreprise, je vais où, pourquoi faire, et quelle organisation je mets en place, quelle décomposition de postes, et quel niveau de détail, à un moment donné, dans la décomposition des postes. C'est pour ça que le point de départ qu'on avait évoqué au début de notre webinaire, c'est que oui, on a la bonne méthode avec le guide paritaire, tout va bien, mais il faut quand même, je pense, avoir un petit coup d'avance et un petit peu de réflexion un peu au-dessus, justement pour bien mener ce projet dans l'entreprise, à la fois pour les salariés, puis pour l'entreprise aussi, bien entendu. Ce qui est le danger, Alexandre vient de l'évoquer, le danger du copier-coller. C'est-à-dire que là, on a des représentants de très grosses structures qui ont démarré le process en 2022, qui est en cours de déploiement avec un certain nombre de moyens. Encore une fois, opérationnalité janvier 2024. Dans le réseau ETI PME, moi j'ai eu un échange hier avec des représentants du personnel. La direction n'a pas commencé à discuter, elle n'a pas commencé à réfléchir à la cotation et elle laisse filer. Et du coup, ça va être un effet d'accélération avec bon, bah alors, qu'est-ce que je prends? Tac, tac, je regarde. Ah, bah là, c'est du standard. Bah, je vais essayer de le faire comme ça à ma sauce, entre guillemets, pour que ça rentre dans les clous. Et puis, alors après, bah, bon courage, hein, parce que les salariés, ils s'y retrouvent pas. Comment on repositionne, comment on cote, est-ce que c'est une cotation cohérente? Comme ça a déjà été évoqué, bah, du coup, comment je vais mener les entretiens d'évaluation? Comment je vais déterminer les objectifs? Comment je vais organiser la progression de compétences dans un cadre où, de toute façon, la base de référence n'aura pas de réalité parce que tout ça aura été fait dans des conditions totalement accélérées. C'est un enjeu essentiel. Enfin, vous avez bien compris à quel point on est sensible de dire c'est pas un changement administratif social, c'est une nouvelle lecture de l'emploi, des métiers, des compétences dans l'univers des entreprises de la métallurgie. Ce qui veut bien dire que on a une nécessité à avoir cette discussion au-delà de la méthodologie sur laquelle il y a une information consultation, mais des enjeux de l'entreprise, de comment elle va reconnaître la réalité à date des emplois et de ce qu'il y a dedans, et de comment on va se projeter sur l'avenir. Si ce n'est pas fait, alors évidemment, ça va fonctionner, parce qu'il y a une résilience du collectif, il y a une acceptation, on l'a évoqué, on est dans un contexte économique compliqué, donc il y aura des niveaux d'acceptation, mais il y aura des niveaux de déception, il y aura des niveaux de je laisse filer, je ne fais plus, je ne m'investis plus. Bon, je ne vous fais pas la discussion sur l'engagement, mais évidemment, ça sera interrogé autour de ce modèle-là. Et quand on voit la capacité à faire de grosses structures qui ont mis des moyens, bah, moi, je suis un peu soucieux de comment ça va se réaliser dans des structures plus petites, avec des entreprises où, évidemment, les directions sont peut-être mobilisées sur d'autres sujets, n'ont pas le temps, soi-disant, de le faire, mais c'est un temps qui est précieux parce que c'est comment se garantir de conserver les bonnes compétences pour réaliser l'ensemble des objectifs de l'entreprise. Donc, encore une fois, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit, le copier-coller, il faut s'en méfier comme de la peste, parce que instant T, ça va passer. Difficilement, ça va râler, mais ça va passer. Instant T plus 1, ça va générer que du ressenti de l'ensemble des salariés, et ça peut avoir des incidences pour la performance globale de l'entreprise. C'est vraiment un enjeu gagnant-gagnant si on y prend soin. Merci. Eric, donc ce que tu dis, effectivement, on le voit dans le chat, hein, qu'il n'y a pas simplement il y a d'autres grandes entreprises qui sont vraiment pas dans les clous, où l'approche est à la fois pas participative, comme le veut l'esprit, comme on l'a dit initialement, mais aussi au niveau du timing,
sont complètement, comme tu le disais, elles jouent la montre et elles attendent le dernier moment et pas simplement des PME, enfin, mais des plus grosses structures. Pour terminer, petit mot de conclusion pour faire le rapport peut-être avec l'actualité. En mot de conclusion, pour chacun, cette grille et cette nouvelle approche de la classification est plus granulaire, permet potentiellement des évolutions de carrière différentes. Et donc, au regard de la réforme, du projet de réforme sur la retraite, est-ce que vous pensez que cette nouvelle grille qui va se mettre en place dans vos entreprises respectives est propice à permettre un meilleur accompagnement des parcours des seniors dans vos entreprises? Mot de conclusion. Chez Schneider, on commence à réfléchir à un accord senior. Donc, je pense que c'est décorrélé de la partie classif, mais encore que, on ne sait pas encore ce qu'il va y avoir dedans, mais voilà, on a une pyramide des âges qui est ce qu'elle est, elle n'est pas très bonne. Donc, il y a eu des gros plans de mise à l'écart des seniors. Maintenant, est-ce que avec le décalage de 2 ans qui s'annonce, comment ils vont appréhender les choses, on ne sait pas. Hein. Franchement, je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui, de mon point de vue en tout cas, une incidence de la classif sur la catégorie senior. Bon, c'était la question piège, hein, excusez-moi, on ne l'avait pas préparé avant. Donc, Alexandre, Isabelle pardon. Vas-y, Isabelle. Moi, je voulais juste te dire qu'effectivement, il va falloir faire un accord senior et nous, c'est prévu dans les prochains mois et qu'il va falloir vraiment réfléchir à la question parce que pour l'instant, ça n'a pas du tout été pris en compte dans les accords, à part un petit peu de temps partiel aidé, de fin de carrière et tout, mais en fait, dans les classifs, et on voit bien qu'il y aura vraiment un changement aussi là de mentalité à avoir pour intégrer les seniors et je suis bien placée pour en parler parce que je suis senior. C'est compliqué. Bon, moi déjà, j'espère que cette réforme ne passera pas. Donc, je pense qu'on est tous en intersyndical sur le sujet et je peux vous dire que dans les défilés, il y a du monde et donc on espère qu'elle ne passera pas et que le gouvernement viendra un peu à la raison. Sur notre périmètre compliqué, emploi des seniors, on est sur, encore une fois, des catégories socio-professionnelles qui sont concernées de manière différente. On a des ouvriers avec des métiers ultra physiques, on travaille à chaud à 50 ans. Mes collègues qui sont à l'atelier, soudeurs, chaudronniers, usineurs, etc., ils sont déjà tous été opérés 1 ou 2 fois, hernie discale, genoux, les yeux, enfin j'en passe. Et donc là, c'est compliqué de les maintenir déjà dans un emploi ouvrier et qu'ils aillent jusqu'à 60 ans. Donc on a de la chance, on est dans une grosse entreprise, on a négocié des beaux accords pour permettre aux salariés de partir plus tôt ou d'adapter un peu leur marge de travail. Mais clairement, entre 2 CV, une personne de 55 ans et un jeune de 30 ans, il n'y a pas photo, c'est le jeune de 30 ans qui est embauché. À 55 ans, dans nos métiers, on n'est plus du tout recruté, hormis sur des métiers peut-être plus techniques ou d'ingénierie. Mais voilà, ça reste à la marge. On sait les garder, mais on est loin, on est loin de ce que veut faire le gouvernement. Et ça, je pense que c'est un peu nous prendre. Voilà, je reste modéré, mais je suis quand même très perplexe sur les dispositions que le gouvernement met en place. Ok, merci. Éric, François, mot de conclusion. Oui, juste pour revenir sur la gestion du parcours senior, moi je pense que la nouvelle convention, elle peut aider à gérer les parcours seniors. Parce que avec l'ancienne convention, on avait une classification, on ne pouvait plus en changer en fait. Elle était ascendante, donc c'était plutôt sympa, mais ça empêchait le reclassement sur des postes moins bien cotés souvent. Donc peut-être que là, ça va effectivement donner la possibilité, peut-être, à voir quels pourraient être les négos, mais quelqu'un par exemple qui était directeur commercial toute sa vie, je prends un exemple au hasard, il n'a peut-être plus envie d'être directeur commercial des 5 dernières années, il voudrait faire juste technicien comptable, peut-être que ça va lui offrir la possibilité de le faire, hein. Puisque, on va dire, poids de poste, etc. Donc ça peut peut-être se négocier comme ça. Après, la deuxième conclusion, c'est, pour clôturer le webinaire, et je m'arrêterai là, c'est que les conventions collectives, on en change, là, l'expérience montre à peu près tous les 50 ans. Donc là, c'est une occasion quand même assez extraordinaire pour les entreprises, à la fois de se moderniser, de négocier, on l'a vu, des accords, etc.
et je vais faire un peu de commerce et j'en profite. Et je crois que c'est vraiment l'occasion, notamment pour les entreprises qui sont un tout petit peu en retard, de se faire accompagner. Donc, vous avez vu que les directions se font accompagner par différents cabinets. Je pense que les CSE, quand les situations sont un petit peu complexes, qu'ils n'ont pas de visibilité, je pense qu'on sera en situation, nous, de les aider, de leur donner des bons conseils et puis de leur faciliter leur travail. Oui, c'est un événement majeur qui arrive évidemment assez rarement, ce qui fait qu'individuellement, c'est une fois dans sa carrière, sauf si on change de branche. Mais on voit bien que c'est un volume de travail conséquent, que ce n'est pas une adaptation mécanico-technique d'une grille, que ça va bien au-delà, et que si on veut le souhaiter efficace, riche, offrant des perspectives et un véritable élément de référence, d'accompagnement et d'évolution des compétences dans l'entreprise, il faut s'y prendre avec un minimum de recul. Donc effectivement, que les CSE soient partie prenante, je trouve dommage les directions qui choisissent de faire ça dans leur coin. Et puis, n'hésitez pas à solliciter nos structures pour vous aider à réfléchir. Et un grand merci surtout pour l'ensemble des contributions et des interventions. Effectivement, merci à vous, Technologia. C'est quand même grâce à vous que on a tenu cette matinée. Merci à vous. Merci à vous trois pour vos retours. Vous avez pris du temps dans un contexte un peu compliqué. Merci du temps que vous avez pris. Merci beaucoup à vous dans le chat pour avoir vraiment partagé. Je pense que ça nourrit tout le monde la réalité, même si c'est très réducteur, mais des aperçus de la réalité du sujet dans vos entreprises. Prochain direct, alors compte rendu à suivre, et prochain direct le jeudi prochain avec un cabinet collègue de confrères de Technologia, et là sur le sujet du recul de l'âge de la retraite, en tout cas les velléités, et sous l'angle des conditions de travail et la réalité des conditions de travail de ces seniors dans les boîtes. Donc merci à vous, bonne journée et à bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.